Bonjour, c'est Attila Farkas. Bienvenue dans Mémoire Agiaïste, épisode 8. Salut Attila, pour commencer, après plus de 20 ans, ton contrat à l'AGIA d'entraîneur des gardiens n'a pas été renouvelé. Je suppose que ça n'a pas dû être un moment facile? Non, les changements, c'est jamais quelque chose de facile. Mais bon, comme je dis toujours à tout le monde, il faut savoir changer, il faut savoir regarder devant soi. Et puis, c'est ce que j'ai fait, tout simplement. Alors, bien évidemment, c'est pas facile parce qu'on laisse quand même plus de 20 ans de AGIA derrière soi. Mais justement, dans le métier que je fais, il faut apprendre aussi à comment avoir cette capacité de regarder devant soi et puis préparer son avenir. Tu as rebondi dans le domaine de la préparation mentale. Pourquoi sortir du football après plus de 15 ans en tant qu'entraîneur des gardiens? Alors, pourquoi sortir du football? Alors, il y a deux raisons. Premièrement, j'ai toujours été passionné par rapport à tout ce qui est préparation mentale, tout ce qui touche le savoir, le comment s'améliorer, par quels moyens. Et la préparation mentale, s'en fait partie. On parle beaucoup de préparation athlétique, de statistiques, de tactique, de plein de sortes de préparation. Et on parle de plus en plus de la préparation mentale aussi. Donc, on sait qu'aujourd'hui, le mental, c'est quelque chose qui est hyper important. Pas que dans le football, mais partout. Et ça m'a toujours passionné, je voulais en savoir plus. Et je me suis formé dans ce métier-là. Donc, aujourd'hui, je suis diplômé, certifié, professionnel dans ce domaine-là aussi. Et ça m'a toujours intéressé. On va revenir donc un petit peu en arrière. Tu es né en 1978 à Budapest. Quels sont tes premiers souvenirs de football en Hongrie? Alors, ouais, ça commence à dater aujourd'hui. Alors, les souvenirs, alors mon père était dans le football, il était dans un club, il avait un club, enfin, il était dirigeant dans un club où je commençais à aller faire des petits stages. Et petit à petit, j'étais plutôt pas trop mal, surtout en tant que gardien. Donc, à 10 ans, je commençais à jouer au foot, ça m'a plu, avec un bande de copains, comme ça marche toujours. Quand on commence à prendre plaisir, ben, on continue. À 13-14 ans, je commençais à côtoyer le niveau international en Hongrie. Donc, j'étais même gardien international jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, petit à petit, en fil en aiguille, comme j'avais de la famille en France, ben, je suis venu en France où il y avait à l'époque Kalman Kovac qui était avec l'équipe de l'AGIA. Donc, par ce biais-là, je devais venir à l'AGIA. Mais comme c'était un peu compliqué, j'étais trop jeune. Donc, à 14 ans, je suis d'abord venu au Paris FC. Donc, à Paris, en France, mais à Paris. Tu arrives à l'AGIA en 96, tu vas jouer en CFA jusqu'en 2007 à peu près? Oui, c'est ça. Donc, j'ai joué avec l'équipe PH, l'équipe DH, l'équipe CFA2 jusqu'à l'équipe CFA. J'ai connu énormément de joueurs, vraiment des bons moments. Que ce soit à travers les sports-études, à travers le centre de formation. Donc, oui, je joue à la nationale où j'ai pas réussi à aller jusqu'à l'équipe professionnelle, mais on connaît aussi la qualité de l'équipe professionnelle quand même. Qu'est-ce qui t'a manqué, tu penses? Alors, qu'est-ce qui m'a manqué? Déjà la taille pour un gardien de but. Et puis à savoir que devant moi, il y avait quand même des gardiens cool, Fabien Cool, Charbonnier. Avant, il y avait Bruno Martini. Donc, il y a eu toujours des très grands gardiens à la JOCR. Donc, c'était compliqué de faire sa place. C'est très, très compliqué. Et même entre eux et entre moi, il y avait d'autres gardiens qui avaient Ronan Lechrome et puis bien d'autres encore. Là, donc, tu m'as expliqué, tu as joué avec la PH, la DH, etc. Est-ce que tu vivais du football? Alors, oui, on peut dire ça parce que, bon, j'étais nourri, logé, blanchi, donc ça aide beaucoup. Je recevais un petit peu d'argent quand même. On va dire que c'était plus l'argent de poche. Donc, je vivais du football. Alors, on ne peut pas dire que je m'enrichissais du football. J'aurais pu avoir l'opportunité j'aurais pu partir, mais jamais voulu partir parce que je me suis dit, à un certain âge, tu veux partir, tu n'es pas sûr de réussir. Mais à l'AGIA, j'avais l'opportunité de commencer à entraîner. Donc, cette opportunité, je l'ai saisie. Je commençais à entraîner tout doucement. Et en fil en aiguille, quand tu commences à passer le diplôme d'entraîneur, on te dit il faut prendre une équipe. Donc, je commençais à entraîner des gardiens. Je commençais à prendre une équipe. Et finalement, j'ai senti qu'il valait mieux basculer côté entraîneur que continuer en tant que joueur où l'avenir, il est quand même très incertain. Là, donc, tu viens de l'évoquer. Donc, en 2005, si je ne me trompe pas, tu commences par entraîner les gardiens de la section sport-études. Ouais. Donc, c'est un poste qui t'est venu naturellement?
Bah, j'étais gardien de but, donc la facilité, c'était quand même entraîner les gardiens de but. Mais quand même, il faut savoir qu'en sport-études, j'ai entraîné pendant avec Bernard Turpin, qui était quand même le responsable. Et moi, il m'a délégué quand même comme entraîneur quasiment principal de l'équipe pendant 3-4 ans. On a même gagné le challenge Jean-Leroy. On a même été au Brésil pour le championnat du NSS. Donc, on a vécu des moments vraiment formidables. Et là, j'ai entraîné une équipe. Mais ça, c'était quelque chose pour, on va dire, pour le processus d'entraîneur, pour vraiment connaître tout en tant qu'entraîneur, en tant qu'entraîneur gardien. C'est très bien, j'ai beaucoup appris. Suite au départ de Jean-Guy Wallem en décembre 2012, tu prends la suite de Guillaume Varmuse avec les gardiens pro. Ça a été une promotion surprise? Ah oui, plus que surprise, parce que c'était même une sacrée anecdote, parce que je me rappelle très bien, c'est un lundi, c'est Claude Barré qui m'appelle, qui était l'adjoint à l'époque avec Jean-Guy Wallem. Il me dit, ben, Jean-Guy Wallem, il était changé, et l'entraîneur de gardien, c'était Guillaume Varmuse. Mais Guillaume Varmuse, il était venu pour Jean-Guy Wallem. Et à partir du moment que Jean-Guy Wallem est parti, lui, il est parti dans la seconde. Donc, il avait même annoncé directement, mais on ne savait pas trop s'il est là ou du cochon, si vraiment il allait pas venir. Donc, Claude Barry m'appelle en disant, Attila, tu peux venir parce que je ne sais pas s'il prend les gardiens et je ne sais pas si Guillaume, il sera là ou pas. Donc, moi, j'arrive à l'entraînement, j'ai fait entraînement, c'était Olivier Sorin qui était là, il y avait Balthus, il me semble, Mayens. Et donc, j'ai fait l'entraînement, mais moi, j'ai fait l'entraînement du lundi, c'est tout, je suis juste intervenu une fois. Et donc, à savoir que c'était Bernard Casoni qui était arrivé. Et donc, Bernard Casoni, il m'annonce le soir en conférence de presse que je suis l'entraîneur des gardiens. Donc là, je me dis quand même, sachant que j'avais une équipe, les sports-études, avec laquelle ça bossait bien et j'étais bien, c'était quand même une opportunité qu'il fallait saisir. Et cette opportunité, c'est arrivé comme ça. Donc, j'avais déjà des diplômes pour entraîner, mais cette chance, je l'ai saisie. Et donc, je suis devenu l'entraîneur des gardiens. Et moi, j'ai pris une place vacante, on peut dire, parce qu'il n'y avait plus d'entraîneur des gardiens. Donc, je suis devenu l'entraîneur des gardiens en 2012 avec Bernard Casoni. Quelles sont les différences entre coacher de jeunes gardiens et coacher des pros? Alors, la différence, il y en a beaucoup de similitudes et beaucoup de différences. Donc, la similitude, c'est pas que ça reste des gardiens de but. Donc, on est à côtoyer aux formations, certains entraînements, c'est quand même, ça reste la même chose. Sauf que chez les professionnels, chez les adultes, nous sommes pas dans le développement, mais nous sommes plus dans le maintien de forme. Il faut qu'ils restent forme, il faut préparer chaque match. Qu'en formation, on ne prépare pas forcément que le match, mais on prépare le gardien. Et dans le match, il faut prendre le gardien professionnel, il faut préparer son environnement par rapport à tout ce qu'on connaît, que ce soit les réseaux sociaux, les médias, que ce soit le match, que ce soit… On est vraiment sur les résultats. Donc, c'est quelque chose qui est quand même c'est ça la différence. Pour revenir sur ton arrivée en tant qu'entraîneur des gardiens avec les pros, c'était la première fois que tu côtoyais des pros à l'entraînement? Oui et non. En tant qu'entraîneur, c'était la première fois. Après, à la Géocère, c'était quand même, c'est toujours un club familial. Donc, les joueurs qui étaient sur le terrain, on les côtoyait régulièrement. Moi, j'étais quand même entraîneur, donc je les voyais souvent. Les joueurs qui venaient au centre de formation, que ce soit pour manger, qu'on se croisait à la salle, qu'on se croisait sur le chemin. Donc, et puis, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis de centre de formation, qu'on connaissait personnellement. Donc, quelque part, c'était pas non plus quelque chose de très… On connaissait les joueurs, donc c'était bien. Est-ce que tu as dû t'adapter à des exigences particulières? Au niveau des entraîneurs, pas forcément. L'exigence, c'était plus par rapport au résultat. Donc, on a eu 1 ou 2 années quand on a joué vraiment le maintien. Donc, c'était quelque chose de très compliqué parce que le maintien, il ne faut pas que le gardien se blesse, mais le gardien a besoin de s'entraîner. C'est toujours ces compromis à trouver. Après, l'exigence en lui-même, vous savez, avec les gardiens de but, on a une relation souvent assez… familiale, assez fraternelle, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Donc, on fait au mieux pour que le gardien puisse être le plus performant possible. Donc, c'est quelque chose qui était, peu importe les entraîneurs, c'est toujours la même chose. Pour revenir du coup sur le maintien, donc la GIA a joué le maintien en 2014 avec Dono, ou 2017 par exemple avec Boucher. Est-ce que l'approche en tant qu'entraîneur des gardiens, la préparation, les entraînements du coup est différente selon le classement de l'équipe? Alors, oui, parce que bien évidemment, quand tu joues un adversaire, quand tu as la pression, toi tu sais qu'il faut gagner, tu sais ce qu'il faut faire. D'un autre côté, si je dis qu'on joue les premiers, donc il faut être meilleur, ça veut dire que quand on joue une équipe moins bien classée, ça veut dire qu'on peut être moins bon.
Donc c'est faux. C'est faux. Donc de toute façon, chaque match doit être préparé le mieux possible. Après, est-ce qu'on joue une équipe qui attaque beaucoup? Est-ce qu'on joue une équipe qui défend beaucoup? Donc pour les gardiens, il faut juste ajuster par rapport à l'adversaire. C'est ce qui change. Mais dans l'approche du match, j'ai envie de dire, chaque match doit être joué de la meilleure façon possible. Et ça, c'est important. Donc que tu coaches Dono quand il joue la montée ou Dono quand il jouait le maintien en 2014, c'était la même chose. C'était la même chose. C'était la même chose. Et en plus, il faut surtout pas mettre la pression sur le joueur. Et aujourd'hui, je peux en parler parce qu'en tant que préparateur mental, je sais que à quel point on peut mettre la pression en parlant et il faut surtout pas descendre. Ben, ça n'a pas besoin de le dire. On le sait, on le sait. Quand un de tes gardiens fait une boulette, est-ce que tu te sens coupable? Non, pas du tout. Par contre, on va analyser pourquoi il a fait la boulette. Mais le problème, alors un gardien qui fait une boulette, est-ce que vous pouvez me dire un gardien dans le monde qui n'a jamais fait une boulette? Non. Non, bon, ben on est d'accord. Par contre, si le gardien, il fait même pas 10 boulettes, mais il refait plusieurs fois la même erreur, que ce soit sur une anticipation, sur une lecture de trajectoire, que ce soit sur les balles aériens, à ce moment-là, oui, on doit se remettre en question en disant que bon, là, il y a que peut-être une faiblesse sur laquelle il faut travailler, qu'il faut changer. Donc, on travaille tout simplement là-dessus. Avec Donovan, par exemple, la deuxième année ou troisième année avec Jean-Marc Furlan, c'était un entraîneur qui jouait très offensif. Très offensif, ça veut dire que tu trouves très haut. Et avec Donovan, on a travaillé à jouer beaucoup plus haut parce qu'il n'était pas forcément très à l'aise dans un premier temps et qu'il était obligé d'adapter son jeu. Donc, adapter son jeu, ça veut dire qu'il faut, à travers de l'entraîneur de gardien, de travailler sur ce point-là. Et voir, même avec la défense, à travers l'entraîneur, ce qu'il demande. Quel rapport est-ce que tu avais avec les autres joueurs qui n'étaient pas gardiens? Très bon rapport. Moi, je suis quelqu'un qui aime rigoler, qui aime déconner, qui a le bonne humeur, qui aime aussi être professionnel dans ce qu'on fait. Et aujourd'hui, moi, on ne peut pas vivre dans un groupe où il n'y a pas une bonne ambiance. Alors, une bonne ambiance, ça ne veut pas dire qu'on fait tout et n'importe quoi. Bien au contraire, il faut être sérieux, il faut bien travailler, mais à travers une bonne ambiance. Donc, moi, je me suis toujours très bien entendu avec quasiment tous les joueurs. Alors, comme partout, on ne va pas se voiler la face. Il y a des joueurs avec qui vous avez plus d'affinité et avec d'autres, vous avez moins parce que la vie est faite ainsi. Mais ça, ce n'est pas un problème. Mais ça n'empêche pas qu'on doit respecter à tout le monde et vice-versa. Comment on gère un groupe de 3 à 4 gardiens quand un seul va être titulaire le week-end? Alors, moi, je dis toujours que je pense qu'il y a eu de la chance d'avoir des gardiens qui étaient très compréhensibles. Et premièrement, je me suis toujours dit que peu importe ce que tu dis, il faut le dire, il faut expliquer, il faut être clair, net, précis dans ce qu'on fait, comment on fait, et surtout pas passer par 4 chemins. Donc on peut pas dire à l'un, moi quand je dis à mon gardien, toi tu dois garder ta place, et je lui dis que moi à ton remplaçant, je lui dis qu'il faut que tu le pousses. Mais le speech, c'est pour les deux, c'est pour que les deux soient le meilleur possible. Et mon objectif, c'est que rendre les gardiens le plus performants possible. C'est toujours mon rôle. Après, parfois, on arrive plutôt bien, parfois moins bien. Et parfois, ce que tu veux dire, c'est qu'il peut y avoir des accrochages entre les gardiens par la concurrence. Mais ça arrive. Après, moi, je suis là, l'aider, le gardien qui est remplaçant, pour l'expliquer pourquoi, pour faire en sorte de l'aider pour qu'il puisse apporter pour l'équipe, que ça marche bien. Parce qu'un remplaçant, il peut apporter beaucoup, mis à part de ses performances. Et aussi, s'il n'est pas bien, on va dire, comme on dit tout, pour ne pas être grossier, il peut foutre le bordel aussi. Donc, c'est important que garder cet ensemble, que tout le monde se sente bien. Moi, entre guillemets, je ne peux même pas dire plus dur, quand il y avait Michel Mac et Zachary Boucher, ça, c'était pas facile dans le sens, c'est les deux qui voulaient jouer, qui voulaient prendre la place de l'autre. Moi, j'étais là pour dire, hein, écoutez, moi, je suis là pour vous deux, pour vous aider, pour faire en sorte que ça marche bien. Après, le choix, je leur ai dit, si l'entraîneur me demande de faire un choix, je le ferai et je vous expliquerai pourquoi. Et souvent, c'est l'entraîneur qui fait le dernier choix quand même. Tu l'as évoqué juste avant, mais du coup, est-ce que ça arrivait que le coach te demande de choisir un gardien ou... Alors, c'est déjà arrivé. Alors, le premier qui c'était Bernard Casoni qui m'avait demandé à un moment donné, c'est une anecdote que je peux raconter aujourd'hui, c'était avec Olivier Saurin. Olivier Saurin, au début, il n'était pas mauvais, mais en tout cas, Bernard Casoni attendait plus de lui. Et Bernard Casoni, il me convoque, il me dit, écoute, Attila, si Olivier, il progresse pas sur certains points, ben, il se peut qu'on change.
Bon, bah écoutez, première chose que j'ai dit, c'est premièrement, il faut informer Olivier, il faut lui parler, il faut qu'il sache ce qu'on pense. Donc oui, moi, pas de souci, convoque-le. Donc on discute. Olivier, bah, on connaît à quel point il est professionnel. Il a dit que bon, c'est la première fois qu'on me dit ça, comme ça. Mais en tout cas, il avait dit que c'est très bien. Au moins, c'est clair. Donc moi, j'ai dit, Olivier, on va mettre tout en place pour que ça puisse marcher. Et finalement, il a bien progressé sur certains domaines que le coach il avait demandé. Donc c'était quelque chose de plutôt positif. Et en même temps, avec Bernard Casoni, j'ai appris aussi, un jour, il m'avait demandé, t'en penses quoi de lui, de lui? Et moi, j'avais un avis un peu neutre. J'étais jeune, j'ai commencé à entraîner avec les professionnels et c'est là que je me suis rendu compte qu'un entraîneur te demande, il n'est pas en train de te tester. C'est tout simplement, il a besoin d'être aiguillé aussi. Donc à un moment donné, il faut avoir cette capacité de dire, coach, c'est ça qu'il faut faire. Pour moi, c'est comme ça. Après, il peut faire toujours ses choix. Et à ce moment-là, j'ai appris aussi donc que l'entraîneur, il a besoin parfois d'être aiguillé, donner plus de certitude possible. Certitude 100%, ça n'existe pas. Mais par contre, on peut l'aiguiller, on peut le pousser, on peut l'aider. Quel est ton meilleur souvenir en tant qu'entraîneur des gardiens? Bah, c'est facile. C'est la montée. C'est la montée à Saint-Étienne. Et c'est la montée à Saint-Étienne et puis tous les matchs qu'il y a eu avant, l'engouement du public, même à 3-4 matchs de la fin, le bus on a mis une demi-heure pour rentrer dans le stade. Ça, c'était vraiment des moments très forts, très très forts. J'ai beaucoup aimé à Saint-Étienne. Le bémol, c'est un petit peu les incidents qu'il y a eu à la fin, parce qu'on n'a pas pu fêter comme on voulait, aller tout de suite faire le public, courir sur le terrain, voilà. Mais bon, ça n'empêche que c'est une année longue, fatigante, parce qu'on a fait 2 semaines de plus, mais ça reste quand même ancré dans la mémoire. Bon, je sais que Dono est pas le plus mauvais sur les pénaltys. Déjà à Brest, on se souvient en 2015, bah là avec la montée Sochaux puis Saint-Étienne, comment tu préparais tout ça? Alors c'est marrant parce que à Brest, c'était quand on était en finale de la Coupe de France. Oui. Ça c'était, on va dire, c'était le quart de finale, je me souviens. Ouais, c'était l'année où vraiment on a fait une superbe année. Et à Brest, donc moi j'avais fait une petite bouteille de cristalline. J'ai enlevé l'étiquette et j'ai collé tous les tireurs de pénaux en disant que lui, à gauche, à droite, souvent j'ai marqué ceux qui sont vraiment, ils ont un côté favori quand même. Et je lui donné la bouteille. Après, le consigne, c'était toujours, si tu veux regarder, tu regardes. Si tu veux aller à l'instinct, tu vas à l'instinct. Donc après, c'est comme tu veux. Il a pas mal suivi la bouteille et finalement, ça a beaucoup aidé. Bon, ça empêche que je me rappelle qu'à cette époque-là, il y a eu quand même, pour aller en finale, il y a eu 4 matchs où il y a une histoire de pénalty. Donc il y a eu à Brest qu'on est passé au pénalty. Il y a eu des pénaltys arrêtés dans un match qui nous a laissé dans le match. Tir au but marqué par Grani, Cadnan, et c'est stoppé de Novan Léon. L'arrêt du gardien auxerrois. Tu en parlais tout à l'heure, mais là, peut-être sur des gros matchs comme ça, il y a une approche un peu différente ou toujours la même? Non. L'idée, c'est de bien préparer la match. D'ailleurs, je me rappelle cette question à l'époque. Il est parti à Marseille, celui qui était à la radio. Ah, Bruno Blanza. Bruno Blanza, il m'avait posé la question, est-ce que l'approche était différente? Non, parce que premièrement, pour nous, c'est un match de gala. Ça reste quand même une finale. On fait le mieux possible. On prépare de meilleure manière possible. Et même, on m'avait demandé, hein, et puis tes chaussures, t'as des kipstas sur les pieds qui commencent à t'user. Je dis, mais depuis des mois, je les ai, mais c'est pas parce que je suis au Stade de France que je vais changer de chaussures, je vais tout faire. Alors, bien sûr, s'ils sont troués, je vais le changer, mais c'est pas parce que je suis au Stade de France, c'est parce que j'en ai besoin. Donc, ça veut dire qu'on ne change pas nos habitudes. Bien au contraire, il faut que les joueurs ils soient dans le même bulle, dans la même préparation, parce que quand on commence à tout changer, c'est là qu'ils perdent leur repère. Ce qui va être important, c'est que tu gères bien la profondeur. Vraiment, ta concentration surtout là-dessus. Gestion de la profondeur et les coups de pied arrêtés. OK? Coups de pied arrêtés. Avec N'Changama, lui, il frappe très bien. Quel souvenir gardes-tu de tes quelques mois passés en Ligue 1? As-tu ressenti quelque chose de différent par rapport à la Ligue 2? Bah, bien évidemment, la Ligue 1, ça va plus vite, c'est plus costaud. Je pense qu'on n'était pas suffisamment préparé. Pas suffisamment préparé. Après, je ne vais pas revenir sur les pourquoi, parce que ça peut presque fâcher, peu importe, mais je pense qu'on n'était pas suffisamment bien préparé pour la Ligue 1. Et aussi, il ne faut pas oublier que les 2 semaines qu'on a fait, en plus, en Ligue 2, avec la montée. Bien sûr. Moi, je me rappelle que moi, j'ai repoussé un maximum mon départ en vacances. Donc, ça veut dire que c'était le dernier match un dimanche. J'ai pris mon billet pour le mardi d'après. Et là, il me restait plus que 2 semaines de vacances. Et comme tous les joueurs, tout le monde devait partir. On n'a pas pu fêter.
Et ces 2 semaines de plus, quand même, dans un contexte qui était super, mais ça reste de la fatigue. Ça veut dire qu'on revient, ça veut dire qu'on prépare la Ligue 1. On n'a même pas eu le temps de digérer la montée, qu'on arrive déjà en Ligue 1. Donc, je pense qu'il y a plein de choses qu'on n'a pas pu suffisamment bien préparer. Et après, petit à petit, il y a le changement d'entraîneur, on sait tout ce qui s'est passé. Puis, ils ont failli de rester, mais peut-être qu'il manquait quelques petits trucs pour, dès le départ, si on était mieux préparé, peut-être ça aurait pu un peu mieux marcher. On sait qu'un staff est dépendant de son entraîneur. Ça a été difficile de perdre sa place à cause d'un doigt d'honneur? Après, la question, c'est plus à Jean-Marc Furlan qu'il faut poser. En fait, toi, t'es pas responsable de cet acte-là. Non, donc, je ne suis pas responsable. Donc après, ce qui est difficile, c'est que tu ressens l'atmosphère des joueurs. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Tu sens que les joueurs, quand même, qui étaient proches de l'entraîneur, certains étaient proches, certains aimaient moins. Donc tu sens qu'il y a une espèce de révolution enfin, révolution, c'est bien un grand mot, mais que c'est en train de changer, c'est dur quand même de vivre à l'intérieur. C'est pour ça aussi, j'ai tendance de dire, quand on critique une équipe, n'oubliez pas, ce que vous savez, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Tout ce qui se passe en dessous, on veut garder pour nous, mais ça, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas tout ce qui se passe. Et il faut que ça reste là-bas. Mais bien évidemment, un changement d'entraîneur, ça n'est jamais anodin. Après, il faut se dire, hein, parfois, il y a des équipes où ils font tout pour changer d'entraîneur parce que ça ne leur convient pas, peu importe les raisons. Ce n'était pas forcément le cas, même si peut-être que Jean-Marc, il aurait dû peut-être apporter quelques changements dans sa façon de voir, dans sa façon de faire. Bon, après, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts de Jean-Marc Furlan, c'est comme ça. Quel bilan fais-tu de ces 25-26 années passées à la GIA? C'est une partie de ma vie. Hein. C'est une grosse partie. Je crois qu'il y a ton frère qui est derrière, il n'a même pas encore 25 ans, j'imagine. Non, déjà, moi donc, non plus, j'en ai 18. Hein. Ouais, donc déjà, ça veut dire que j'ai vécu plus avec la GIA. Donc, quand je remémore, donc même le dimanche dernier, j'étais avec Arnaud Janda qui a monté une académie de perfectionnement qui marche bien. Donc, il y avait des anciens joueurs, des anciens copains qui étaient là, on se retrouve, on discute. Même là, une fois, il y a Claude Barré qui est apparu. Il y a JP Mignot qui était passé. Donc, des fois, on parle de tous ces anciens moments, de tout ce qu'on a fait, comment on a grandi, quand on était en sport-études, quand on était au centre de formation. JP Mignot qui est devenu professionnel. Donc, mais on était comme des enfants, donc on se souvient, on a grandi à travers la GIA, à travers le football, on vivait là-dedans, donc c'était une expérience vraiment formidable. Moi, j'ai eu de la chance de devenir entraîneur à la GIA, devenir entraîneur chez les professionnels, pas loin de 10 ans en tant qu'entraîneur. Donc moi, je suis assez fier de tout ça. Je suis surtout content d'avoir pu réaliser tout ça. Et ça m'a donné aujourd'hui quand même une expérience par rapport à haut niveau que tout le monde ne peut pas voir. Du coup, à quoi ça ressemblait un petit peu ton quotidien? Il y avait un côté, on va dire, je voulais toujours être professionnel dans ce que je fais, donc bien préparer, bien le faire. Moi, en plus, la GIA, je le connais bien, donc moi, j'arrivais le matin, je partais le soir. Bon, je me suis donné quelques après-midi, mais sincèrement, c'est arrivé qu'un mois non-stop. Non-stop tous les jours, même le dimanche. Et souvent, que tu joues le dimanche, lundi c'est repos, on arrive le lundi quand même si on pouvait faire un peu, c'était un peu light la journée, mais on était quand même là. Donc une journée, c'est suivant l'entraîneur, suivant le cadre qu'il met en place, suivant le nombre d'entraînements qu'il y a, premièrement, savoir qu'est-ce que le coach veut. Comment il veut s'entraîner? Est-ce que j'ai les gardiens tout l'entraînement? Est-ce que c'est 20 minutes, 30 minutes? Donc tout ça préparé. Parfois, il y a des entraîneurs où on a beaucoup les gardiens, avec des entraîneurs beaucoup moins. Après, il y a plusieurs gardiens, il y en a qui sont blessés. Donc tout ça, il faut préparer. Et entre l'entraîneur, ce qu'il veut, entre ce que le gardien a besoin, entre ce que l'environnement demande, mis à part par rapport au match, par rapport à la préparation, par rapport à tout ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'il fallait toujours travailler. Et puis le calendrier, ça change toujours. Hein. C'est pas, on connaît à peu près un mois à l'avance. Et après, il y a plein de choses qui peuvent changer. La Coupe de France qui rentre. À l'époque, il y avait la Coupe de la Ligue aussi. Donc on a des journées bien chargées parfois. Après, il y a les déplacements aussi. C'est déjà arrivé qu'on est rentré à 5 h du matin et à 8 h 30, le staff, on était au bureau. C'est comme ça arrive. Est-ce que parfois, rechausser les crampons, ça te manque un petit peu? Oui et non. Oui, parce que finalement, comme dimanche dernier, j'étais avec des petits jeunes gardiens, ça fait toujours du bien. Mais d'un autre côté, il faut savoir aussi qu'un entraîneur de gardien, c'est quelqu'un qui est très actif. Moi, je sais que je courais beaucoup. Premièrement, quand je suis revenu chez les professionnels. Toujours beaucoup?
Un peu moins en ce moment, Ok. mais je cours toujours. Je devrais courir un peu plus quand même, c'est vrai. Mais il faut savoir que quand je suis revenu la première fois chez les professionnels avec Bernard Casoni, j'avais pris du poids. On est sur le bord du terrain, on bouge pas. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas possible. Donc pendant les vacances, j'ai bossé comme un fou. J'ai perdu 10 kilos et je me suis mis à courir pour m'entretenir parce que je commençais à frapper Olivier Saurin. Excusez-moi, il a joué la Champions League, c'est un gardien professionnel. Tu pas des petites passes, donc il faut travailler. Donc musculairement, c'est quelque chose qui est hyper fatigant. Donc il faut vraiment s'entretenir. Après, il y a des gardiens qui font différemment, d'autres méthodes, mais moi, je voyais les choses comme ça. Il faut s'entretenir, il faut être en forme. Donc c'est quelque chose qui est quand même amusant parce que les articulations, j'étais gardien, je sens quand même la faiblesse dans les hanches, dans les articulations. Et on prend de l'âge aussi, hein. On prend de l'âge. Donc, d'un côté, ça me manque de retrouver le groupe, de faire certaines choses. D'un autre côté, ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu de calme. Tu penses jusqu'à quel âge le corps il peut tenir pour faire entraîneur des gardiens? Ça dépend de chacun de nous. Si on a été blessé, si on n'a pas été blessé, si on a une hygiène de vie plus favorable. Parce qu'on n'y pense pas, ils se blessent les entraîneurs. Ça arrive, ouais. Déjà, j'ai eu une première blessure à l'époque, à la fin de la première année où j'ai travaillé avec Bernard Casoni. À la fin de l'année, on m'appelle pour aller jouer avec l'APH. Le championnat en Ligue 2, c'était fini. Hein. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je vais faire un dernier match. Je me suis quasiment jamais blessé dans le match. Et là, je fais une sortie, il y a un joueur qui tacle, il me saute dessus. J'ai eu des points de suture dans l'oreille. Je croyais que je vais le dos cassé. Et je partais avec les pompiers, hein. Urgence, et j'avais mal pendant 2 mois au dos. Et quand j'ai commencé, même mon mollet, ma cheville, elle était fatiguée, j'avais mal au mollet. Et je me suis dit, merde, bientôt ça va être la reprise, mais comment je vais faire? Et après, je me suis forcé et j'ai réussi à me remettre en forme. Et donc, ça, c'était la première chose. Il y a aussi au début, avec Olivier Saurin, je ne me rappelle plus le nom du stade, on a joué un match amical contre Orléans, où je commence à frapper, je mets un plat de pied intérieur en forçant, et je sens l'adducteur qui tire. Ouh là là, je me suis dit comment je vais faire. Bon, je ne me voyais pas dire à Olivier, écoute, je ne peux plus t'échauffer. mais bon, après, il aura compris, hein, on peut toujours se débrouiller. Donc, je me suis dit, au lieu de mettre l'intérieur du pied, ben, je vais frapper coup du pied. Je vais faire que ça. Donc, je change de style et puis je serre les dents. Et il y a eu d'autres matchs où parfois on a un petit type de douleur sans être blessé. Où voilà, on serre les dents, on fait en sorte que le gardien il soit bien. Parce que si on n'est pas bien, le gardien il ressent ça. Et pour revenir sur une dernière anecdote qui était plutôt rigolo, on était à Ajaccio, c'était Zachary Boucher dans les buts. Et à un moment donné, je suis en train de travailler, je suis en train de frapper. Et à un moment donné, sur le coup, je crois que quelqu'un m'a frappé. Vraiment une grosse claque derrière. En fait, c'était un ballon qui m'a tapé la tête. Mais j'étais presque assommé sur le coup. Donc, on se retourne un peu énervé. Je vois Grégory Berthier qui était là. Il dit non, c'est pas moi. Et c'était Fantamadi Diarra qui m'a mis la balle dans la tête. Donc, il était gentil, il était comme ça, tout penaud, en disant que je suis désolé. Et sur le coup, on a envie de s'énerver, on a envie de gueuler. Mais je me dis, si je m'énerve, le gardien qui est dans le but, ça va l'énerver. Donc, il va commencer le match énervé, donc c'est pas possible. Donc, j'ai souri un bon coup, c'est pas grave. Et j'avais mal à la tête, hein, quand même. Mais j'ai fait en sorte que bon, tout va bien, donc j'essaye de tenir le coup quand même. J'avais mal à la tête vraiment, parce qu'une grosse frappe de Fantamadi Diarra il avait des mollets comme ça, hein, j'ai senti. Mais bon, c'était pas méchant, ça fait partie du jeu. Du coup, quand même, t'as dû maintenir un bon petit niveau au football, parce qu'il faut être précis pour entraîner les gardiens. Alors, je suis devenu de plus en plus précis. C'est vrai, c'est de plus en plus précis parce qu'en fait, bon, il faut savoir que entre les gardiens, on est un peu plus arrêté. Donc, c'est pas si je commence à dribbler, faire des choses, Bien jamais sûr, su faire, c'est plus compliqué. Mais alors, niveau précision, ah oui, je commençais à être mieux en mieux. Alors, pied gauche, il ne faudra pas me demander, je suis droitier, donc ça n'a jamais été mon truc. Mais par contre, pied droit, oui, j'ai une précision. Même Olivier Saurin, quand j'étais à Rennes pour la Gambardella l'année dernière, il m'a dit, oh, mais tiens, t'es frappes encore, t'es bien, hein, c'est pas mal. Hein. Et oui, c'est gentil. On en revient au début de l'interview. Quand as-tu commencé à t'intéresser à la préparation mentale? Comme j'ai dit, inconsciemment, je pense que c'était en moi depuis très longtemps, mais c'était plus indirectement. Je me suis posé beaucoup de questions, pourquoi ceci, pourquoi cela, et j'ai envie d'avoir les réponses. Mais à l'époque, on n'arrivait pas à avoir les réponses. Et en 2018, quand il y a eu le changement d'entraîneur, changement d'entraîneur, donc Francis Garret qui est arrivé, Gilot qui est arrivé, Jérémy Janot qui est arrivé, je suis retourné au centre de formation. Moi, j'ai envie de passer des diplômes. Donc justement, le développement personnel, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Je n'ai pas pu financièrement, parce que ce sont des formations extrêmement chères, donc je n'ai pas pu le faire. Mais je voulais déjà le faire en 2018.
Donc, je suis resté un an au centre de formation. Puis finalement, j'étais rappelé chez les professionnels début 2019 ou en 2018-2019 par là. Jérémy Jadot. Donc, c'était au mois de septembre avec Pablo Correa. Mais bon, et puis à un moment donné, quand on est avec les professionnels, bon, après, on n'a pas le temps de faire ce. La seule chose qu'on peut faire, c'est les recyclages pour les diplômes vraiment spécifiques qu'on est dans l'obligation de faire. Donc ça j'ai fait. Mais bon, les formations, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie. Et quand on est à ce niveau-là, on ne peut pas. Et donc, une fois qu'il y a eu le changement d'entraîneur, quand Christophe Pellissier est arrivé, et puis moi, je suis retourné au centre de formation, il y avait déjà David Klein qui travaillait là-bas. Donc, moi, je travaillais avec lui. Mais en même temps, on m'a laissé mettre l'accent sur mes formations. Donc, j'ai passé un diplôme en neurosciences, un diplôme en développement personnel, préparation mentale. Donc, j'en ai profité. Donc, tu as lancé ton entreprise, Ati Coaching, si je ne me trompe pas. C'est un saut dans le vide? Disons que moi, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais au début, je me suis dit, je vais faire en parallèle. Si je travaillais là, je vais faire en parallèle, je vais commencer à monter. Finalement, comme mon contrat s'est terminé, c'est un saut dans le vide, mais quand on est au dos au mur, ben on fonce, on le fait. Donc aujourd'hui, donc j'ai un site internet, donc aticoaching.fr, sur lequel on peut y aller. On peut me suivre sur les réseaux sociaux en même temps. En même temps, je travaille sur la communication. Je commence à avoir des clients aussi, à savoir que je travaille avec des sportifs ou des structures sportives, ça peut être un club, ça peut être une institution, avec les artistes, parce que les artistes, que ce soit les chanteurs, des musiciens, des acteurs, ils ont à peu près la même demande au niveau de la performance. Aussi avec des managers, des chefs d'entreprise, c'est pas exactement la même chose, mais ils sont beaucoup sur la performance, mais il y a la vie familiale, la vie privée, la vie professionnelle à côté, sur lequel ils ont besoin d'être coachés aussi, et aussi intervenir dans des entreprises plus sur des groupes, sur des staffs, pour les manager un peu, parce que la relation humaine fait que quand on peut en tirer 100% de chaque personne et du groupe, ben ça marche mieux. Comme une équipe de foot, hein. Parfois, on préfère mettre non pas les 11 meilleurs joueurs, mais la meilleure 11. C'est l'équipe qui marche le mieux. C'est ce qu'on dit souvent. Et dans les staffs, c'est un petit peu la même chose aussi. Donc, je peux intervenir dessus. Ton expérience en tant qu'entraîneur à très haut niveau, forcément, elle te sert au quotidien? Oh, bien sûr, parce que premièrement, les gens qui m'approchent aussi, ils savent que j'ai connu quand même des stades pleins, travailler. Stade de France, finale de Coupe de France, c'est pas rien. Stade de France, mais au-delà de tout ça, on sait qu'il y a cette gestion de l'environnement, de la pression, des médias, il y a plein de choses qui me donnent quand même pas mal de billes, pas mal d'expérience, justement pour faire ce métier-là. Bon, ben, j'étais très content d'être invité chez Léo. C'était une émission bientôt ça va passer sur TF1 ou M6. Et avant tout sur Canal+, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite. Et puis, merci beaucoup. Moi, personnellement, je vous attends sur mon site aticoaching.fr, sur mes réseaux que vous pouvez me suivre. Et surtout, tout le monde doit s'abonner à Panenka. Très important. Tout le monde, hein. Il l'a dit. Tout le monde. Ceux qui connaissent, ben j'espère qu'ils sont déjà abonnés. Et ceux qui ne connaissent pas Panenka, ben maintenant, aujourd'hui, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est s'abonner à lui. Merci beaucoup, Attila.